et qui est le Direction du peuple, c'est vraiment le non-respect de la décision du référendum en 2005. Mais après, il faut toujours, parce que ça je l'entends pas assez souvent dans les analyses sur la démocratie, c'est qu'il faut toujours relier, notamment le peuple, parce qu'il y a un argument toujours sur le processus électoral, c'est toujours de dire « Ah mais, de quoi vous vous plaignez, Macron il a été élu. Machin il a été élu, donc du coup ça y est, il est légitime, blablabla. » Attendez. C'est légal. Oui, oui, c'est ça. Pas légitime. Bah, oui, mais en fait, derrière ça, c'est pourquoi c'est pas légitime. Pourquoi on a un problème? Pourquoi c'est légal, mais pourquoi en fait c'est pas toujours légitime, alors qu'on est dans l'égalité? Parce que fondamentalement, un processus électoral, il vous garantit jamais d'être totalement sincère, il n'est jamais parfait. Et donc, les gens, s'ils sont mal informés, si on n'a pas mis les bons sujets en exergue, si on n'a pas permis des débats contradictoires, si de toute façon on baigne dans un paysage médiatique qui depuis 40 ans nous désinforme sur l'économie, sur la compréhension du système économique, parce que ça fait 40 ans qu'on nous dit que la politique qui est menée, de toute façon on ne peut pas faire autrement. Ça c'est le réel, que c'est le pragmatisme, et que tout ce qui est proposé qui irait dans une autre direction, c'est de l'utopie, c'est de l'idéologie, etc. On ne peut pas faire ça. Bon, bah, quand vous avez créé toutes ces conditions-là, votre processus électoral est totalement vicié. Donc c'est ce qui fait qu'en fait, vicié à la base, comme les dés sont pipés, ah bah oui, après on se retrouve avec des gens élus légalement, mais qui n'ont pas la légitimité, parce que en fait, les gens ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Donc les médias ont un rôle absolument déterminant, et c'est pas pour rien qu'ils sont détenus par 9 milliardaires dans le pays, alors qu'ils sont déficitaires. Alors, on nous explique que ces gens-là, c'est les pros du business, ils sont hyper forts, ils sont hyper malins, c'est eux qui créent des emplois parce qu'ils savent faire de l'argent, ils savent gagner de l'argent. Pourquoi ils achètent des médias? Ces médias-là, c'est déficitaire, si ce n'est, évidemment, pour les organes de propagande que ça constitue, et permettre, en fait, de manipuler, clairement, notamment les élections. Enfin, c'est Édouard Bernays. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Et avec un autre pouvoir très très fort, qui est celui de pouvoir sélectionner arbitrairement ceux qui sont en position d'être candidats à la présidentielle. C'est ce que j'allais dire. On sait très bien par des études qu'il faut une exposition suffisante au niveau médiatique pour pouvoir avoir un poids politique et donc pouvoir être en mesure de se présenter au présidentiel. Et sauf que, et du coup, ça c'est une censure qui ne se voit pas pour les gens. Parce que forcément, elle se fait dans les coulisses, celle-là. Elle se fait dans l'arrière-cour. C'est-à-dire, moi par exemple, au moment où je sors mon livre il y a 2 ans, le seul média mainstream que j'ai fait c'est France Culture, mais toutes les autres émissions ont refusé. Notamment, c'est à vous qui a dit à mon éditeur, ah non, mais on ne veut pas de gilet jaune. Attendez, là, il y a eu un mouvement qui était le mouvement le plus social, le plus historique des 50 dernières années. Bon, il y a un gars là qui a écrit un bouquin, a priori il a quand même un peu bossé, il a l'air d'être un peu sérieux, il est passé sur France Culture, ça s'était très bien passé sur France Culture. Je sais pas, ça peut être intéressant de voir ce qu'il a à dire. Après, je ne suis pas complotiste, donc j'avais regardé sur la période. Peut-être y avait-il des gens plus connus que moi qui avaient sorti des bouquins. Auquel cas, pas de chance. Si c'était un Christophe Barbier, Apathy, et puis je ne sais qui sortait, à la limite, moi je veux bien être humble et dire bon ces gens-là sont plus connus que moi, bon j'ai pas eu de chance, je sors au mauvais moment, le planning ne permet pas de m'inviter. Non, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a aucune personne connue qui a sorti un livre. Voilà, et ils invitent des gens à Maintien de France Inter ou à Citaboum qui au final auront vendu 5 ou 10 fois moins de livres que moi. Donc c'est quoi quel est le critère là? Je comprends pas, parce qu'en principe c'est de faire de l'audience, de faire du buzz, c'est ça. C'est marrant parce que si vous m'aviez invité moi, vous avez a priori plus d'audience que les gens que vous avez invités, donc c'est mon discours qui ne me plaît pas. C'est le fait que je critique les médias, que je critique la politique économique, que je critique l'Union européenne, et que je dise effectivement qu'on n'est pas tout à fait en démocratie. Et donc on voit bien qu'il y a une censure qui s'applique, mais on peut le voir, parce que moi c'est un petit exemple. Vous prenez Manuel Todd, qui pendant des années est invité sur des grandes émissions, sur France 2, etc. Voilà. Depuis, il est quasiment plus invité nulle part. C'est quand même bizarre. Depuis quoi? Depuis ses positions notamment sur les gilets jaunes, voilà, je veux dire, en fait ses positions eurosceptiques. Ouais, c'est surtout l'euro, je pense. Oui, mais bon, mais pas que, c'est que, en fait, c'est l'euro, mais c'est dans un contexte
où ça s'est crispé parce que la pression sur le système se fait de plus en plus forte à cause justement des gilets jaunes et des mouvements sociaux. C'est qu'en fait avant, on pouvait encore s'amuser, enfin se permettre d'inviter des gens qui avaient un discours critique sur l'Union européenne, sur la répartition des richesses, etc. Parce que globalement le pays se tenait bien sage. Ça allait, mais là, quand même, depuis 5-6 ans, ça remue un peu, donc là-haut, ils ont peur, donc ils sont en train de fermer les vannes. Et puis ça monte en gamme en plus. Voilà, et donc c'est pour ça qu'en fait, on a un rôle prépondérant des médias pour influencer la politique dans le pays, que ce soit pendant des mouvements sociaux, on va tout faire pour s'appliquer à décrédibiliser le mouvement social et à relayer la propagande gouvernementale et les éléments de langage, etc. Ou que ce soit lors des élections, on l'a vu lors de la dernière élection, où honnêtement, il n'y a pas eu de campagne, parce que tout a été orienté sur la guerre, et qu'évidemment, c'était une aubaine pour Macron pour faire campagne, de se présenter en chef de guerre, puisque il y avait la crise en sortant, quoi. Alors on ne va pas griller toutes les étapes, parce qu'on va en parler à la fin, enfin quasiment à la fin, de la personnalité du président. Je voulais te poser une question sur voilà, pourquoi il n'y a plus de référendum depuis... Parce qu'au dernier, on a mal voté. Tu as très bien répondu. Voilà. Quand on vote mal, on est populiste. Quand on est populiste, on ne donne plus la parole. Donc voilà, c'est comme ça, c'est réglé. Excuse-moi, je peux poser une question, deux questions. En fait, il y a 1 an et demi, vous avez lancé sur votre page Facebook, vous êtes retiré du mouvement Gilets jaunes. 1 an et demi, je crois. Comme ça. Oui, c'était il y a 1 an. Ouais, 1 an à peu près. Vous êtes retiré du mouvement. C'était quoi vous avez la pression, vous avez quoi? Non, j'ai pas eu de pression. J'ai été un peu... j'étais fatigué, j'étais usé, j'étais désespéré. J'en avais ras-le-bol de me lever le matin et de me confronter à mon impuissance à agir. J'avais l'impression que quoi que je fasse, ça ne produisait rien de positif. Voilà, les gilets jaunes, une partie m'a un peu désespéré, à croire, à suivre des gens pas très sérieux, à croire à des thèses pas très sérieuses. Et voilà, au bout d'un moment, j'avais un peu l'impression que je trouvais plus l'utilité en fait de ce que je faisais. Donc non, ce serait mentir de dire que j'ai des pressions, etc. C'est pas vrai, les choix je les ai faits en conscience et j'ai pas eu de pression. Les seules pressions que j'ai pu avoir, c'est de recevoir des lettres de menaces pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et ça, c'était pendant le mouvement. C'est pas au moment où je décide de prendre du recul. Ma deuxième question, sur Paris, il y a un groupe d'avocats qui s'appelle Legal Team, qui défend les Gilets jaunes, qui défend gratuitement, carrément, les Gilets jaunes, les manifestants et tout. Est-ce que François Boulot a fait des actions à défendre les Gilets jaunes, entre guillemets? Alors non, parce que je ne fais pas de droit pénal. Et donc du coup, en fait, ce que j'ai fait en revanche, c'est que les Gilets jaunes, j'en ai eu beaucoup qui m'ont appelé au téléphone pour savoir qu'est-ce qu'on fait, on a machin qui est en garde à vue, etc. Et donc je donnais le nom, moi j'ai beaucoup donné des conseillers, quoi. J'ai orienté beaucoup en fait les gens vers des confrères de confiance. À Rouen, j'en avais 3-4 qui sont beaucoup intervenus pour les Gilets jaunes. Je ne l'ai pas fait moi tout simplement parce que je ne pratique pas le droit pénal. Donc j'aurais pas été bon à aller défendre les Gilets jaunes. Donc voilà. Et puis bon, ça permet aussi qu'on n'accuse pas de vouloir être dans le mouvement pour avoir des dossiers. Ouais. Voilà. En fait, s'enrichir quoi. Moi j'ai pas touché 1 euro du mouvement. Voilà. La seule chose où j'ai gagné de l'argent, c'est gagner de l'argent. Entendons-nous sur les montants, c'est que j'ai sur le livre La Ligne jaune que j'ai écrit, un travail quand même que j'ai fourni. En gros, j'ai dû percevoir 2 000 € de droits d'auteur et je m'étais engagé à verser 50% au mouvement des mutilés pour l'exemple. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc en gros, j'ai perçu 1 000 € sur ce livre-là et j'avais versé un peu plus de 1 000 € au mouvement des mutilés pour l'exemple. Votre idée de mettre un huissier dans chaque manif, c'était génial. Mais comment on va la réaliser cette... Ça, moi je l'ai lancé, mais avec l'idée que c'est aux associations de s'en emparer, parce que c'est des associations comme la LDH, etc., qui ont les moyens de pouvoir payer un huissier. Évidemment, c'est ce que j'ai dit, c'est que, comment dirais-je, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'huissiers qui soient révolutionnaires. J'en connais pas beaucoup. Donc, mais en revanche, ils aiment l'argent. Donc, si on leur propose de les payer, je vois pas pourquoi ils ne viendraient pas en manifestation. Et donc voilà, mais aux associations de s'organiser, parce qu'évidemment c'est pas des particuliers, le parti est un particulier tout seul qui va aller voir un huissier pour le payer, pour qu'il intervienne en manif.
c'est à mon avis aux associations de voir ça. Peut-être que l'idée a été explorée, hein, mais je ne l'ai jamais entendu. Et donc, à mon avis, ça peut créer une pratique vertueuse, comme j'essaie d'expliquer, parce que ça pourrait permettre de mettre la pression sur les policiers. Et qu'ils sachent en fait que là, s'ils commettent des infractions non pénales, faire des usages disproportionnés de la force, là, il y a un huissier qui peut faire un constat. Pour revenir sur la démocratie dont vous parliez tout à l'heure, la problématique, c'est qu'on pose un terme de démocratie sur quelque chose qui n'en est pas du tout. Parce qu'à partir du moment où c'est la caste supérieure qui vous désigne les représentants parmi lesquels vous devez choisir celui qui vous convient, pour moi, c'est pas de la démocratie. C'est d'autant moins de la démocratie si on se réfère à ce qui s'est passé aux élections de 2022, avec, qui pour moi a été véritablement le sens même de la mort des rêves que je pouvais avoir de démocratie. Ça a été ce qu'a fait Bayrou, en distribuant les signatures de maire, en sélectionnant en fait les candidats en 2022 qui avaient le droit, par le pouvoir et par la Commission européenne et par leur maître milliardaire de participer aux élections, en donnant des voix, des signatures à Poutou, tous ces petits partis qui ont fait tripette, donner des voix même à Hidalgo qui a fait tripette, et refuser par exemple des gens évidemment qui ont le discours un peu comme Emmanuel Todd, comme Asselineau, qui parlent du Frexit, qui ont des discours en fait qui vont à l'encontre véritable. Et à partir du moment où c'est eux, c'est cette secte qui, oui, c'est une secte quelque part, du moment où on vit entre nous comme ça et qu'on a toujours le même discours, une caste mais une secte aussi quelque part, qui impose en fait les représentants parmi lesquels vous devez choisir celui qui est le moins pire. Parce que c'est ça en fait, c'est pas même pas choisir le meilleur, c'est choisir celui qui est le moins pire. Pour moi, ça s'appelle pas une démocratie. Je pense que c'est plutôt un enfumage. C'est-à-dire qu'on colle démocratie sur tout. C'est-à-dire, il y a une manifestation qui va pas, oui, mais ça va à l'encontre de la démocratie. Enfin, ce mot, il est galvaudé, mais à un point qui est tellement... En fait, effectivement, la démocratie, c'est juste l'écran de fumée qu'utilisent des élites pour justifier qu'elles ont le contrôle des institutions. Voilà. Et c'est bien pour ça que les Gilets jaunes ont revendiqué le référendum d'initiative citoyenne. C'était pour dire, bon, attendez, parce que l'argument était toujours de dire, oui, mais attendez, on ne va pas vous donner le RIC, parce que vous n'êtes pas compétent. Ce à quoi on peut leur répondre, attendez, vu le travail que vous faites et vu le résultat que vous produisez depuis 40 ans, a priori, on ne peut pas faire pire que vous. Et ça, c'est une réponse qu'on leur fait à eux. Après, moi, j'aurais quand même envie de dire aux gens qui veulent la démocratie horizontale, moi, je suis quand même assez réservé. Alors, parce que des gens, pas forcément horizontale, mais c'est-à-dire des gens, dire la démocratie verticale, mais d'en bas, en fait. Ça serait mieux quand même. C'est forcément horizontal, ça mise. En fait, le truc, c'est que si on veut la démocratie horizontale, il va falloir bosser, quoi. Si on veut prendre les décisions, il faut que tout le monde se mette à comprendre les mécanismes du fonctionnement de la monnaie, comment ça fonctionne le libre-échange et le protectionnisme économique, les règles de la fiscalité, etc. C'est un petit peu exigeant. Voilà. Donc ça me paraît délicat, effectivement. C'est pour ça que, bon, de manière un peu rigolote, je dis ni verticale, ni horizontale, mais diagonale. Diagonale, ça veut dire quoi? Parce que sinon, il n'y a pas que le bon mot. L'idée, c'est que je pense qu'il faut permettre élever la capacité à contrôler les élus. Et donc là, ça joue sur deux choses. C'est évidemment avoir des capacités institutionnelles. Par exemple, le référendum révocatoire ou le référendum abrogatif, ce qui permet de contrôler les élus. Mais pour effectivement exercer ce contrôle, faut quand même élever le niveau. Il faut quand même que les gens élèvent le niveau. Parce que, je veux dire, si on n'a pas le niveau, notamment en économie, Macron, quand il nous explique que non mais c'est hyper profitable à l'économie de donner l'argent aux plus riches parce que ça ruisselle, fondamentalement, est-ce que vous avez vraiment des arguments? Est-ce que tout le monde est capable d'expliquer pourquoi ça ne ruisselle pas? Je ne suis pas certain. Moi, des débats, j'en ai eu plein avec beaucoup de gens. On se dit, ouais, non, ça ne marche pas, parce qu'on voit bien que depuis 40 ans, ça ne marche pas. D'accord, ça c'est déjà un argument. Mais est-ce que vous êtes capable de démontrer pourquoi ça ne fonctionne pas dans les faits? Alors d'autres arguments, ça s'agit. Donc en fait, voilà, c'est un exemple. Mais en gros, la capacité de contrôle,
c'était la conclusion que j'avais faite dans mon livre, c'est que le niveau de souveraineté du peuple, il est proportionnel à son niveau de conscience politique. Plus le niveau de conscience est élevé, plus de toute façon le peuple est souverain. Et plus on abaisse son niveau de connaissance, sa capacité de compréhension, et plus effectivement la souveraineté appartient à une élite qui va se détacher du peuple et qui va gouverner contre le peuple. On n'a jamais été autant informé que c'est informé? Oui, pas vraiment, mais le niveau scolaire. Pas vraiment. Justement, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans le mouvement, qui savaient, sans savoir, des gens qui n'avaient jamais manifesté, qui menaient une vie, comme ils disent, une vie de con, avec le soir, ils rentraient, ils regardaient la télé, ils ne se posaient pas de questions, ils faisaient ce qu'on leur disait de faire. Et qui, justement, grâce au rond-point et aux manifestations, ils ont rencontré des gens avec lesquels ils ont discuté, ils ont échangé, ils ont appris des choses, qui a fait que quand ils sont rentrés chez eux, ils ont eu envie de savoir. Ils ont éteint leur télé, ils ont commencé, par exemple, moi je faisais de l'hébergement pour des rassemblements nationaux. J'ai croisé des gens que normalement je n'aurais jamais dû croiser dans ma vie, parce que on n'était pas du même milieu social, on n'avait pas le même vocabulaire. Et j'ai été scotchée de la prise de conscience de ces gens-là. C'est-à-dire, en très peu de temps, ils sont mis à lire le Code civil, qui ont commencé à lire... C'est parce qu'il y a eu Étienne Chouard aussi, des gens comme ça oui, sur les médias, mais même François Boulot. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est que, en fait, ça dépend si on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais moi, je suis assez d'accord avec vous, c'est que les Gilets jaunes a réveillé aussi beaucoup de gens de leur ignorance crasse et vraiment de leur insouciance. Et des gens qui te disaient, maintenant que j'ai ouvert les yeux, je ne vais plus les refermer. Ouais. Et c'était... Enfin, c'était des gens, il y avait quand même pas mal de gens à ce niveau-là. Ce qui a sapé cet élan de besoin de connaissance, de savoir et de s'impliquer, c'est de mon point de vue, toutes les dissensions qu'il y a eu après, soi-disant, les figures du mouvement. Moi, je ne crois pas que ce soit ça la cause. Un mec comme Fly Rider, moi, je regardais les vidéos quand il était arrivé et là où il en est maintenant, il y a un gap. Voilà. Bien sûr. Et lui, il a fait ce travail-là, mais il y a des milliers de gens qui ont fait ce travail-là. La cause fondamentale, c'est l'usure psychologique et la répression, tout simplement. Puis il y a le Covid est passé là-dessus aussi. Et puis la répression policière, judiciaire et financière. Parce qu'il y a tout eu, je veux dire, les Gilets jaunes, on les a brutalisés, on les a condamnés, on les a mis en prison, on leur a mis des amendes. Enfin bon, il y a eu tout l'arsenal de l'État a été utilisé pour briser les gens, soit psychologiquement, soit physiquement, soit financièrement. Donc c'est ça fondamentalement qui au bout d'un moment a fait que le mouvement, c'est étiolé, mais c'était pas possible autrement. De toute façon, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, on peut avoir tout le ressenti dépréciatif ou appréciatif de ce qui s'est passé. Je crois que la chose essentielle qu'il faut qu'on ait, et qui à mon avis est vrai, c'est que la société française n'est plus la même. Du fait de ce mouvement-là, de la prise de conscience des gens qui a priori étaient dans le mood, fait que fondamentalement la prise de conscience générale et l'état où on est plus du tout le même que celui auquel on était. Donc pour moi, ça a été une étape très importante, un franchissement de seuil dans la prise de conscience. Ouais. Mais là, le mouvement sur la réforme des retraites a été une autre étape, et on va en avoir encore d'autres. Il y a des moments comme ça où on franchit des seuils, et les Gilets jaunes ont été un moment très charnière, mais il y en a eu d'autres après, et il y en aura encore d'autres à mon avis. Mais le mouvement qu'il y a autour des retraites, qui est pourtant a priori mené par les syndicats, quand on est à l'intérieur, on voit bien que c'est plus du tout les syndicats qui mènent la danse. On voit bien qu'il y a un autre état d'esprit.
Oui, une autre façon de voir et de faire les choses. oui, dans les bases, maintenant, là, c'est plus naïf. Ça devient plus naïf comme ça pouvait l'être avant. Maintenant, c'est quand même l'intersyndicale là qui a mené les gens dans le mur quand même, hein, en faisant enfin je veux dire, le vote de la proposition le 8 juin, sur potentiellement, bon, qui n'aboutira pas, mais qui potentiellement remettra en cause la réforme de retraite, bien, les syndicats s'en seraient bien passés, hein, parce que là, ça les oblige à faire une manif le 6 juin. Bon, on voit bien qu'ils n'avaient pas trop envie de ça. On pourrait fermer les fenêtres? Ah bon, non. Non, là, ça va. C'est beau d'entendre ça. Ouais. On existe quand même. Oh, ça va. Donc les syndicats jouent quand même encore un rôle nuisible, mais je pense que là, peut-être... Ils sont quand même débordés, là. Oui, mais il faut qu'ils soient encore plus débordés. Ils sont comme ça. Faut qu'ils soient encore plus débordés, c'est-à-dire qu'il faudrait que que les médias n'arrivent même plus à en faire des interlocuteurs crédibles. Parce que, si, là les médias, ils invitaient encore l'intersyndicale, Berger, Martinez, et puis ensuite Binet, et c'était encore quand même eux qui soi-disant représentaient le mouvement social. Il faudrait vraiment qu'on sache que non, c'est même plus vous en fait qui prenez les décisions, parce que pour l'instant vous avez envoyé les gens dans le mur depuis des années et des années, donc effectivement on vous fait confiance. Tu crois franchement qu'ils C'est pas les médias tu crois qu'ils ont un auditoire ces gens-là maintenant? Je pense pas, je pense que... Le mouvement s'est calé sur les dates d'intersyndicales, mais parce que forcément c'était l'organe central. Mais non, c'est pas calé, le mouvement ne s'est jamais arrêté. Alors évidemment, on est moins nombreux qu'à une certaine période. Syndical. On est toujours là. Oui, non, mais simplement, on a bien vu les grosses manifs. C'était les jours où l'intersyndicale avait appelé les gens à se mobiliser. Et c'est normal pour tout un tas de raisons qui fait que les gens peuvent se mettre en grève ce jour-là, donc peuvent aller manifester. Enfin, voilà, après, il y a des conditions matérielles qui font que quand l'intersyndicale appelle, forcément, c'est plus facile de créer le nombre. Simplement, ces gens-là sont incapables de convertir le nombre en des actions vraiment puissantes. Et en fait, la seule chose qu'on attend d'eux, c'est qu'ils appellent à la grève générale, ou au moins à la grève reconductible. On n'attend que ça d'eux, mais ils ne le font jamais. Par exemple, ils ont fait 12 grèves, mais différents mardi, jeudi. Voilà. Là, ils ont fait la dernière, 1er mai, ils attendent jusqu'au 6 juin. Voilà. Un mois et demi, un mois et quelques. Il n'y quelques. avait pas mieux pour tuer le mouvement. Ça veut dire, s'ils ont fait juste une semaine grève générale, la réforme, elle ne sera pas là, quoi. Ouais, bien sûr. Le gouvernement il est obligé de céder, malheureusement. Mais là, ils font des petites journées. Par contre, la base, ils continuent de manifester, ils font des actions. Bah oui, mais du coup, on perd en puissance. Ouais, c'est ça le problème. Et moi, il y a une chose dont on n'a pas parlé là ce soir, et je pense que c'est important parce que dans les manifs de Gilets jaunes, voilà, il y avait le nom du président qui était quand même un peu partout. Alors voilà, ma question est la suivante. Je me souviens, à l'Arc de Triomphe, il y avait, je ne sais plus, l'acte 3, 4, 5, je ne sais plus, en grand, on vient de chercher. Et donc ça répondait à ce président qui avait dit, vous n'êtes pas content, venez me chercher. Qui était très intelligent de sa part. Et ça commençait en fait, toutes les petites phrases méprisantes, arrogantes, etc. de ce président qui n'est pas qu'une fonction, c'est aussi une personnalité. Voilà, c'est pas la personnalité de Chirac, c'est pas celle de Sarkozy, c'est une personnalité, voilà. Donc moi, ma question, c'était, voilà, avec tout ce mépris, cette arrogance, la déconnexion qui paraît assez flagrante par rapport au reste de la société, est-ce que Macron, c'est pas le détonateur aussi du mouvement des Gilets jaunes? Et puis j'ai une question juste après, pour enchaîner, parce que cette exposition de photos, je le répète, en fait, a pris naissance, a germé dans un autre pays qui est très lointain, qui est le Mexique, et les Mexicains qui ont vu mes photos sont tombés à peu près sur les mêmes que vous voyez, et 3-4 fois on m'a posé cette question-là. Si il est détesté de 80% de la population, pourquoi vous l'avez réélu? Vu de l'extérieur, vu de l'étranger, je pense que c'est une question qui doit être énormément posée, quoi.
68%. Il n'a pas été réélu. Oui, d'accord, mais il est à l'Élysée. Non, mais il n'y a pas eu tant d'abstention que ça. 68%. 58%, 60%. Pas à la présidentielle, pas du tout. Qu'est-ce qu'il Si, sur les votants. Non, à la présidentielle, il y a plus de 70% de participation à la présidentielle. Premier tour, mais pas deuxième tour. Mais au deuxième, il y a... moitié d'abstention. Oui, c'est ça, moitié d'abstention. Il y a 30% qui ont voté Macron. Bah oui, mais en fait... Non, mais de toute façon, on sait très bien, ce qui a fait qu'il est réélu, c'est qu'on a trois grands blocs qui se sont dégagés. Macron, extrême centre, extrême droite avec Le Pen, et puis Mélenchon à gauche. Bon. À partir du moment où Mélenchon il saute au premier tour, bah, il reste Le Pen et Macron, évidemment, on nous ressort c'est le même scénario depuis 20 ans. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Simplement, on voit. En fait, dans 20 ans, il est encore là. Non, parce que justement, en fait, ça c'est une analyse qui a jamais été. J'avais jamais. Enfin, moi, que j'ai faite dans mon livre, mais j'ai jamais vu nulle part ailleurs, alors pourtant, elle est assez simple. C'est qu'en fait, si vous prenez les votes à la présidentielle au premier tour, vous prenez 2007, 2012, 2017, 2022. Et vous regardez, en gros, vous classez, vous additionnez, vous agglomérez les votes pour les partis de gouvernement, le Parti Socialiste, le Républicain ou l'UMP, enfin non, c'était Républicain déjà en 2007, Bayrou, enfin voilà, le Modem, vous voyez, tous droite de gouvernement, gauche de gouvernement, centre. Vous additionnez ça. Et puis ensuite, vous prenez tout le reste, vous considérez que c'est des partis de rupture. Les gens votent, ils veulent un changement. Voilà, on est juste sur la réflexion de quels sont les partis où les gens se disent, bon, ça c'est le statu quo, ça ne va rien changer, ou ils votent pour un parti de rupture, ça va changer. Ils votent Rassemblement National, extrême gauche, je sais pas, Poutou, Mélenchon, etc. Bref. Vous voyez qu'en 2007, le vote donc, pour les partis de rupture, c'est 25%. En 2012, on passe à 35%. En 2017, on passe à 48%. Et en 2022, on passe à 60%. C'est-à-dire qu'en 15 ans, on est passé de 25 à 60% de vote au premier tour pour les partis de rupture. En fait, en 2007 et en 2012, on a un consensus encore ultra majoritaire pour continuer comme avant. Et on a donc Sarkozy et Royal en 2007 qui s'opposent, et Sarkozy-Hollande en 2012. Globalement, une bonne majorité du pays, du coup, est pour que ça continue comme avant, parce que la différence entre Sarkozy et Hollande, c'est pas grand-chose. Entre Sarkozy et Royal, c'était pareil, c'était pas grand-chose. Et on voit qu'en fait, après, le clivage arrive. On est sur Le Pen-Macron, mais en fait, ce qui fondamentalement est monté, c'est vraiment un vote vers la rupture. Donc ça, et quand on voit la dynamique, dans 4 ans maintenant, c'est déjà plus du tout certain que ce soit le candidat du centre, de guillemets, qui passe. Et alors, si d'aventure ça devait se faire, là, vu la dynamique, dans 9 ans, pour 2032, là, c'est sûr, ça ne pourra pas être un candidat du centre. C'est impossible. Déjà, je pense que 4 ans, c'est long. Déjà, ça pourrait se produire dès 2027. On ne sait pas ce qui se produira, mais si c'est pas pour 2027, ce sera pour 2032, là, vu les dynamiques. Donc, est-ce que le vrai parti de rupture ne serait pas justement un parti qui simplement en fait, veut sortir de l'Union européenne? Si le droit européen est supérieur au droit national, on ne peut pas s'en sortir. Avant d'aller sur cette question, je voulais juste dire un petit mot sur Macron, sur la question du détonateur. Parce que oui, il a coalisé sur lui une haine, etc., qui est totalement légitime, qui est totalement compréhensible de la personnalité du bonhomme. Mais en revanche, je pense que ça a été une erreur pour beaucoup de gilets jaunes, c'est d'ultra personnaliser le combat. Et de vraiment être contre Macron. On n'est pas contre Macron. Macron, il n'est que l'incarnation, à l'époque donnée, d'une politique qui est appliquée de toute façon depuis 45 ans. Et dans certains moments où les élites bourgeoises ont décidé qu'on ne ferait plus de compromis avec le peuple, que c'est tout pour elles. Lui ou un autre. Voilà, c'est lui ou un autre. Macron est l'instrument de ces gens-là. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental parce que, je veux dire, moi, je ne veux pas que demain, si c'est Philippe, par exemple, qui est élu, on se dise « Ah, bah tiens, on peut lui donner sa chance. » Non, pas besoin de lui donner sa chance. Il est aussi nul que Macron. C'est l'incarnation qui a été...
ça a été focalisé sur son nom à lui, mais c'est ce qu'il incarne. Oui, c'est ça, c'est ça que j'essaie de dire. Donc c'est pas Macron. Oui, mais pour beaucoup de gilets jaunes, c'était Macron. C'était la personne de Macron. Mais si, parce que ils étaient, il y en a beaucoup là, qui voulaient. Oui, déjà, et puis qui par exemple voulaient voter Le Pen. Et que combien j'ai vu de commentaires sur le réseau qui reprochaient aux gens de ne pas avoir voté Le Pen parce que c'était quand même dégager Macron. Mais scoop, Le Pen s'arrêtait pareil que Macron, pareil. Donc, je veux dire, que symboliquement, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui symboliquement, quand on a été dans le mouvement des Gilets jaunes, qu'on s'est fait gazer, qu'on s'est fait tabasser, qu'on a vu le copain perdre un œil, je peux comprendre symboliquement qu'on se dise bon, moi je veux vraiment plus de Macron et je vote Le Pen. Pour autant, bon, est-ce qu'avec Le Pen c'est pas pire encore si elle est au pouvoir, sachant qu'elle a la police qui est à la grosse partie de son électorat, est-ce que c'est pas pire? Bon voilà, je veux dire, non, symboliquement... si on pousse le truc jusqu'au bout, c'est pas Macron qui a éborgné les gens. Ah si. C'est Castaner. Je dirais même c'est Munez. Non, alors là, non, c'est Macron. La Suisse. Ah oui. Là, c'est Macron, c'est lui qui ne sait de rien, c'est lui qui en gros demande à la police de régler un problème, de maintenir dans un problème politique, il fallait répondre aux revendications des gens. Et la réforme des retraites, c'est pareil. C'est lui qui force la réforme des retraites, et c'est parce qu'il s'obstine à vouloir passer son texte que du coup, il y a un mouvement social très fort, et que les consignes sont données aux policiers, alors là oui, via le ministre de l'Intérieur, via le préfet de police de Paris, pour aller tabasser, pour réprimer, pour mettre en garde à vue arbitrairement, etc. Mais à la base, c'est bien lui qui, en dernière instance, porte la responsabilité de la répression, parce que c'est lui qui crée le blocage politique, c'est lui qui crée les conditions de la colère, de la révolte et du mouvement social. Donc non, là, on ne peut pas sous Macron de ça. Mais en revanche, ce serait Macron ou un autre. Demain, c'est Philippe, il fait pareil. Si c'est pas Philippe, c'est Darmanin ou Le Maire, ils font pareil. Voilà, il faut juste se méfier d'ultra personnaliser les choses, et beaucoup dans le mouvement étaient quand même vraiment contre Macron et pas forcément contre ce qu'on appelle la politique néolibérale. Ça a évolué, ça a beaucoup évolué. Mais voilà, ça a évolué, oui, parce que je pense qu'effectivement, le mouvement a permis une grande prise de conscience de tout ça. Et a permis aussi une prise de conscience, pour tout faire la transition, de ce que effectivement l'Union européenne, et moi c'est pas compliqué, dans mon livre j'ai construit une métaphore en expliquant que l'Union européenne c'est la prison institutionnelle qui servait du coup les ultra riches. C'est parce que évidemment l'Union européenne elle a bloqué toute possibilité de mener une politique économique alternative. On ne peut pas faire autre chose. Dans l'euro et dans le libre-échange, on ne peut pas faire différemment. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on appelle les libéraux, le gouvernement, ils ont raison, d'une certaine manière, et je le dis sans ironie, quand ils disent il faudrait, mais le coût du travail est trop élevé en France, les charges sont trop élevées, le système de protection sociale est trop généreux. Mais si on se place dans leur plan à eux, ils ont raison. Oui, si on s'est mis en système de libre-échange, donc en concurrence déloyale à la Roumanie, qui ont des salaires 10 fois inférieurs aux nôtres, ah bah oui, vous avez raison, c'est vrai.